Peter et Wendy, un récit audio immersif adapté de l'œuvre originale de James Matthew Barrie. Chapitre 1. Peter débarque. Tous les enfants, à une exception près, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils doivent grandir. Voici comment Wendy l'apprit à son tour. Elle avait 2 ans et cueillait des fleurs dans un jardin. Elle en cueillit une autre encore et courut l'offrir à sa mère. Maman, j'ai trouvé une belle fleur. Elle devait être bien adorable en cet instant, car Madame Darling, portant la main à son cœur, s'exclama « Si tu pouvais rester toujours ainsi. » Elle n'en dit pas plus long, mais dorénavant Wendy sut qu'il lui faudrait grandir. Dès qu'on a 2 ans, on n'y échappe pas, on sait. 2 est le commencement de la fin. La famille habitait au numéro 14 et, jusqu'à la venue de Wendy, sa mère était la reine. C'était une dame charmante, avec une tournure d'esprit romantique et une bouche si joliment moqueuse. Son esprit romantique ressemblait à ces petites boîtes qui viennent de l'Orient mystérieux et contiennent d'autres boîtes encloses l'une dans l'autre. Vous croyez être arrivé à la dernière, elle en cache encore une à l'intérieur. Quant à cette bouche si joliment moqueuse, un baiser y était posé, que Wendy ne parvenait jamais à prendre. Il se tenait là, bien ostensiblement, au coin des lèvres, à droite. Et voici comment Monsieur Darling conquit sa femme. Le bataillon des messieurs qui se trouvaient célibataires, alors qu'elle était encore jeune fille, ayant découvert au même moment qu'ils en étaient amoureux. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai du sentiment pour elle, je l'aime. Oui, en effet, elle est très belle. Je crois que je l'aime. Toi aussi? Tous se précipitèrent chez elle pour lui demander sa main. Il n'y a que moi qu'elle mérite, je lui demanderai sa main. Mais elle est ma promesse. Poussez-vous, voyons. Elle sera ma femme. Tu sais, je mourir en la conquérant. Tous, sauf Monsieur Darling, qui prit un fiacre et entra le premier dans la place. Bonjour. Ce fut ainsi qu'il la conquit. Il obtint tout d'elle, à l'exception de la boîte la plus secrète, dont il ignora toujours l'existence, et du baiser, auquel avec le temps il renonça. Wendy pensait que Napoléon, lui, aurait fini par l'obtenir. Mais je le vois bien en train d'essayer, puis battre en retraite, fou de colère, en claquant la porte. Devant Wendy, Monsieur Darling se vantait souvent de ce que sa mère non seulement l'aimait, mais le respectait. Il était un de ces êtres profonds et subtils, pour qui les valeurs mobilières n'ont pas de secret. En vérité, personne ne s'y connaît vraiment en la matière. Mais lui avait tout à fait l'air de s'y connaître. Et sa façon d'affirmer que les valeurs sont en hausse et les titres en baisse inspirait aux femmes le plus grand respect. Bonjour, monsieur. Mais quelle heure, monsieur Darling. Je vois que monsieur s'y connaît. Ça se fait. Madame Darling se maria en robe blanche. Au début, elle tint les livres de compte à la perfection, comme en se jouant. Il n'y manquait pas même une tête de chou de Bruxelles. Alors, ça, là... Puis, peu à peu, des choux-fleurs entiers passèrent au travers, et à leur place, l'on vit des images de bébés sans visage. Au lieu de les additionner, Madame Darling les dessinait. C'étaient ses pronostics. Wendy vint la première, puis John, enfin Michael. Durant 1 semaine ou 2 après la naissance de Wendy, ses parents se demandèrent s'ils pourraient la garder, car cela faisait une bouche de plus à nourrir. Monsieur Darling était très fier de son rejeton, mais en homme responsable. Il vint s'asseoir sur le lit de sa femme, lui prit la main et se mit à calculer les dépenses futures, sous le regard suppliant de Madame Darling. Elle était prête à courir le risque, Allez, advienne Georges, que pourra. si, Mais va. ce n'était pas du tout la façon de Allez, voir de son Georges. mari. Il n'y voyait clair qu'armé d'un crayon et d'une feuille de papier. Et si par malheur elle l'embrouillait avec ses suggestions, il devait tout recompter depuis le début. Cette fois-ci, ne m'interromps pas. J'ai 1 livre 17 ici, 2 livres 6 au bureau. En passant de mon café au travail, je gagne 10 shillings. Attends. Ce qui fait 2 livres 9 shillings et 6 pence. Oh, Puis tes 18 livres 3, cela fait 3 livres, 7 shillings, 9 pence
Plus 5, 0, S'il vous plaît, 0. je parle. Qu'est-ce qui remue comme ça? Attends. 8, arrête, 7, écoute-moi. 9, Écoute-moi. je reporte 7. Ne me parle pas, mon trésor. Plus la livre que tu as prêté à cet homme qui est venu frapper à la porte. Georgie. Tranquille, bébé. Je reporte bébé. Oh, ça y est. Vous avez réussi. Georges. Que disais-je? 9, 7, 9. Oui, 9, 7, 9. Georgie. La question est donc de savoir si nous pouvons vivre pendant 1 an avec 9 livres, 7 shillings, 9 pence. Mais aucun problème, Georges. Mais Madame Darling avait un préjugé en faveur de Wendy. Et c'était lui qui, des deux, montrait la plus grande force d'âme. Souviens-toi des oreillons. Oreillons, 1 livre. C'est ce que j'inscris, mais je crains que cela ne s'élève à une trentaine de shillings. Voilà. Chut! Rougeole, 1 livre et demi. Rubéole, 1 demi-guinée. Ce qui fait 2, 15, 6. Cesse d'agiter le doigt. Coqueluche, disons 15 shillings. Et la liste s'allongeait, et le total n'était jamais le même. En fin de compte, Wendy passa de justesse, avec un rabais de 7 shillings 6 sur les oreillons, et les 2 maladies rouges ramenées à une seule. La venue de John fut tout aussi âprement discutée, et Michael faillit bien y rester. Pourtant, on les garda tous les deux, et bientôt, on pouvait voir les 3 petits Darling se rendant à la queue leu-leu au jardin d'enfants de Madame Folsom, sous la surveillance de leur bonne. Madame Darling aimait l'ordre, et Monsieur Darling s'efforçait scrupuleusement d'imiter ses voisins, d'où la bonne. Comme ils étaient pauvres, vu le prix du lait que les enfants buvaient en quantité, cette bonne se trouvait être une chienne terre-neuve, très collet monté, répondant au nom de Nana, et qui n'avait servi aucun maître en particulier avant d'être engagée par les Darling. Ils avaient fait sa connaissance dans le parc de Kensington, où elle passait le plus clair de ses loisirs à jeter des coups d'œil furtifs dans les berceaux, ayant toujours considéré les enfants comme une affaire importante. Les bonnes d'enfants négligentes la détestaient pour cette manie, et aussi parce qu'elle les suivait jusqu'au logis et se plaignait à leur maîtresse. Mais elle me suit en plus, là, la chienne. Nana se révéla d'emblée un vrai trésor de nounou, veillant strictement à l'heure du bain et se levant à n'importe quelle heure de la nuit, au moindre gémissement d'un de ses protégés. Car, naturellement, sa niche était installée dans la chambre des enfants. Avec un flair sans pareil, elle savait si votre toux est purement exaspérante ou si elle mérite qu'on vous entoure la gorge d'une chaussette. Jusqu'à sa dernière heure, elle resta fidèle aux remèdes de bonne femme comme les feuilles de rhubarbe, et proclamait bien haut son mépris pour ses théories nouveau genre sur les microbes et autres bestioles. On aurait pu prendre une leçon de bonne manière, rien qu'à l'avoir escorté les enfants jusqu'à l'école. Lorsqu'ils se tenaient bien, elle leur permettait de marcher à côté d'elle et les ranger en file indienne s'ils cherchaient à muser en chemin. Les jours de gymnastique, elle n'oubliait jamais le tricot de John et portait toujours un parapluie dans sa gueule pour le cas où il pleuvrait. Il y avait dans le sous-sol du jardin d'enfants une salle où les bonnes attendaient. Elles s'asseyaient sur les banquettes, tandis que Nana se couchait sur le plancher. C'était là la seule différence. Néanmoins, celle-ci affectait de l'ignorer, comme si elle occupait un rang inférieur dans la société. Et elle, de son côté, n'avait que dédain pour leur futile bavardage. Lorsque des amis de Madame Darling venaient visiter la chambre des enfants, Et voici Nana, les enfants. contrariée, subtilisait en un clin d'œil le tablier de John pour lui enfiler à la place celui qui est orné d'un galon bleu, défroisser la robe de Wendy et se précipiter sur les cheveux de John. On aurait pu trouver pouponnière mieux gérée. Pourtant, Monsieur Darling, tout en reconnaissant le fait, éprouvait un certain malaise quand il imaginait les commentaires des voisins. Ne devait-il pas songer au rang qu'il occupait dans la ville ? Nana le gênait encore d'un autre point de vue. Il avait parfois le sentiment qu'elle ne l'admirait pas. Mais si, Georges, elle t'admire follement. Le rassurait Madame Darling, tout en faisant signe aux enfants de se montrer alors particulièrement gentille envers papa. S'ensuivaient des danses gracieuses, auxquelles se joignait parfois Lisa, l'autre domestique des Darling. Comme elle avait l'air petite fille, avec sa coiffe et son long tablier de bonne, bien qu'elle eût juré, au moment d'entrer en service, qu'elle n'aurait plus jamais 10 ans. Oh, la gaieté de ces ébats! Et la plus gaie de tous, Madame Darling, pirouettait avec tant de frénésie qu'on ne voyait plus d'elle que son baiser. C'est alors qu'on aurait eu une chance de le ravir en sautant sur elle à l'improviste. Non, il n'existait pas de famille plus simple, plus heureuse avant l'arrivée de Peter Pan. Madame Darling eut vent de Peter pour la première fois alors qu'elle était occupée à mettre de l'ordre dans l'esprit de ses enfants. C'est une habitude nocturne de toute bonne mère, de fouiller dans l'esprit de ses enfants dès qu'ils sont endormis et de remettre toute chose d'aplomb pour le lendemain, rangeant à leur place les nombreux objets égarés dans la journée.
Si vous pouviez rester éveillé, mais c'est impossible bien sûr, vous verriez comment s'y prend votre maman et trouveriez très intéressant de l'observer à ce moment. C'est exactement comme fouiller dans des tiroirs. Vous la surprendriez à genoux, je pense, se demandant perplexe où diable vous avez bien pu dénicher ce machin, faisant des découvertes agréables et d'autres qu'ils sont moins, pressant cette chose contre sa joue comme si c'était aussi doux qu'un petit chat, et faisant vivement disparaître cet autre de la vue. Quand, le matin, vous rouvrez les yeux, votre méchanceté et les passions mauvaises qui vous accompagnèrent au lit, vous les retrouvez pliées en une pile serrée et repoussées tout au fond de votre conscience. Par-dessus sont rangées vos plus jolies pensées, attendant que vous les enfiliez. Je ne sais s'il vous est arrivé de voir la carte géographique de l'esprit d'une personne. Les docteurs dessinent parfois un schéma d'autres parties de votre corps, et ces croquis suscitent le plus vif intérêt. Mais surprenez-les donc, tandis qu'ils s'ingénient à dresser le plan d'un esprit d'enfant. Territoire non seulement embrouillé, mais qui n'arrête pas un instant de bouger. Des lignes en zigzag apparaissent, tout comme sur une feuille de température. Ce sont probablement les routes qui sillonnent l'île. Car le pays de l'imaginaire est toujours plus ou moins une île, avec ici et là d'étonnantes taches de couleurs, des récifs de corail, et au large de fins voiliers corsaires. Et encore des repères sauvages, des nains tailleurs pour la plupart, des grottes où coule une rivière, des princes Benjamin de 7 frères, une hutte prête à s'effondrer et une toute petite vieille au nez crochu. S'il n'y avait que cela, le plan serait facile à tracer. Mais on y trouve aussi le premier jour à l'école, la religion, les prêtres, le bassin rond, les travaux d'aiguille, des meurtres, des pendaisons, les verbes qui gouvernent le datif, le jour du flan au chocolat, les premières bretelles, dites 33, 3 sous pour arracher votre dent vous-même, et ainsi de suite. Et comme ces choses font tantôt partie de l'île, tantôt d'une autre carte qu'on voit par transparence, on ne s'y retrouve plus du tout. D'autant que cela remue tout le temps. Évidemment, le pays de l'imaginaire diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Celui de John, par exemple, possède Une lagune où vont volant des flamants roses. que John tire à la carabine. Alors que Michael, qui est encore petit, a un Flamant rose que survolent des lagunes. John vit dans un bateau échoué dans les sables, la quille en l'air. Michael dans un wigwam. Et Wendy dans une... Hutte de feuilles habilement cousues ensemble. John n'a pas d'amis. Michael reçoit les siens la nuit. Wendy chouchoute un louveteau abandonné par ses parents. Mais, dans l'ensemble, les contrées de l'imaginaire ont toutes un air de famille. Et si elles voulaient bien se tenir en rang devant vous, vous diriez qu'elles ont le même nez, la même bouche, etc. C'est toujours sur ces rivages magiques que les enfants viennent échouer leurs canots. Nous aussi, nous y sommes allés. Et bien que nous n'y aborderons jamais plus, nous avons encore dans l'oreille le chant des vagues. De toutes les 6 terres, l'île de l'imaginaire est la mieux abritée et la plus dense. Pas du genre qui s'étire en longueur avec d'ennuyeuses distances d'une aventure à l'autre, mais pleine comme un œuf. Le jour, quand on y joue avec la nappe et les chaises, elle n'a rien d'effrayant. Mais 2 minutes avant de s'endormir, elle devient presque réelle. C'est pourquoi l'on a inventé les veilleuses. Au cours de ses voyages à travers l'esprit de ses enfants, il arrivait à Madame Darling de tomber sur des choses incompréhensibles pour elle. Entre autres, et par-dessus tout, le mot « Peter ». Elle ne connaissait aucun Peter, et pourtant il apparaissait ça et là dans la tête de John et de Michael, tandis que celle de Wendy était toute gribouillée de son nom écrit en gros caractères effrontés. Lorsque Madame Darling le déchiffrait, elle lui trouvait l'air joliment sûr de lui. Oui, il est plutôt sûr de lui. Admit Wendy à regret, comme sa mère la questionnait à son sujet. Mais qui est-ce, mon chou? Mais c'est Peter Pan, maman, tu sais bien. Sur le coup, Madame Darling ne sut pas du tout. Mais, en remontant dans son enfance, elle se souvint justement d'un Peter Pan qui vivait, disait-on, chez les fées. On racontait d'étranges histoires à son propos. Ainsi, on prétendait que, lorsque les enfants meurent, il les accompagne un bout de chemin pour qu'ils n'aient pas peur. Madame Darling y avait cru autrefois. Mais à présent qu'elle était mariée et raisonnable, elle avait peine à admettre qu'un être pareil pût exister. D'ailleurs, il aurait dû grandir depuis le temps. Non, il n'a pas grandi. Il a tout juste ma taille. Aussi bien de corps que d'esprit, voulait-elle dire. Comment savait-elle ? Impossible de le dire. Elle le savait, un point c'est tout. Eh oui. Madame Darling consulta son mari. Georges. Mais celui-ci sourit avec un pouah de mépris. Écoute-moi bien, c'est quelque idiotie que Nana leur aura fourré dans la tête. Tout à fait le genre d'idées qui viennent aux chiens.
Laisse courir, ça leur passera. Cela ne passa pas, pourtant. Au contraire, le turbulent garçon allait bientôt donner un sérieux choc à Madame Darling. Les enfants vivent les plus étranges aventures, sans en être aucunement troublés. Ainsi, une semaine après tel événement, il leur prend l'envie de vous raconter comment, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, ils ont rencontré leur père mort et ont joué avec lui. Ce fut de cette manière accidentelle que Wendy fit un matin une révélation alarmante. On avait découvert, sur le parquet de la chambre à coucher, des feuilles mortes, Tiens. qui, assurément, ne s'y trouvaient pas lorsque les enfants étaient allés dormir. Madame Darling essayait de résoudre cette énigme quand Wendy expliqua, avec un sourire indulgent, Ah, je crois que c'est encore ce Peter. Que veux-tu dire, Wendy? C'est vilain de sa part de ne pas balayer. soupira Wendy, qui était très soigneuse. Peter venait parfois dans la chambre pendant la nuit, expliqua-t-elle mine de rien, et il lui jouait de la flûte assis au pied de son lit. Hélas, elle ne se réveillait jamais. Aussi lui était-il impossible de savoir comment elle le savait. Elle le savait, un point c'est tout. Eh oui, Tu dis des sottises, mon trésor. Personne ne peut entrer dans la maison sans frapper. je crois qu'il entre par la fenêtre. Ma chérie, voyons, au 3e étage. Les feuilles mortes ne se trouvaient-elles pas au pied de la fenêtre, maman? C'était vrai, c'est là qu'on les avait trouvées. Madame Darling se demandait ce qu'il fallait en penser. Tout cela semblait si naturel à Wendy qu'on ne pouvait classer l'affaire en prétendant qu'elle avait dû rêver. Mon enfant, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Oh, j'ai oublié. Dit Wendy avec insouciance. De fait, elle avait hâte de prendre son petit déjeuner. Bon, Wendy avait dû rêver. Pourtant, ces feuilles étaient bien là. Madame Darling les examina attentivement. Ce n'étaient plus que des squelettes de feuilles, mais elle pouvait certifier qu'elles ne provenaient d'aucun arbre connu en Angleterre. Elle se mit à 4 pattes sur le plancher, scruta à la chandelle les empreintes d'un pied bizarre, explora la cheminée à l'aide du tisonnier, sonda les murs, puis elle laissa se dérouler un ruban de la fenêtre jusqu'au trottoir. Cela représentait une dizaine de mètres, avec guère plus qu'une gouttière pour grimper jusqu'en haut. Plus de doute, Wendy avait rêvé. Oui. Eh bien non, elle n'avait pas rêvé. Comme cela fut démontré précisément la nuit qui suivit et qui marqua le début des extraordinaires aventures des jeunes Darling. Cette nuit-là, donc, les enfants allèrent une fois de plus se coucher. C'était le jour de congé de Nana, et Madame Darling les avait elle-même baignés, puis bercés, jusqu'au moment où, l'un après l'autre, ils avaient lâché sa main pour glisser lentement vers le pays du sommeil. Ils avaient l'air si calmes, si paisibles, qu'elle sourit de ses propres frayeurs et s'assit tranquillement pour coudre auprès du foyer. C'était une chemise destinée à Michael, la première chemise de sa vie, qu'il mettrait le jour de son anniversaire. La chaleur du feu était douce, la chambre faiblement éclairée par les veilleuses, et à présent la couture avait glissé sur les genoux de Madame Darling, puis sa tête dodelina, fort gracieusement. Elle s'était endormie. Regardez-les tous 4. Wendy et Michael de ce côté-ci, John de celui-là, et Madame Darling près du feu. Il aurait dû y avoir une 4e veilleuse. Dans son sommeil, Madame Darling eut un rêve. Elle rêva que le pays de l'imaginaire s'était dangereusement rapproché et qu'un étrange garçon en était débarqué. Il ne l'effrayait pas, elle l'avait déjà vu sur le visage des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et peut-être le voit-on également sur le visage de certaines mères. Mais dans son rêve, il avait troué le voile qui cache la contrée de l'imaginaire, et elle vit Wendy, John et Michael qui regardaient par ce trou. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat. Mais tandis que le rêve se poursuivait, la fenêtre s'ouvrit violemment et un garçon sauta sur le plancher. Une étrange lumière, pas plus grosse que le poing, l'accompagnait et dansait follement dans l'air de la chambre, comme si elle était vivante. À mon avis, ce fut elle qui réveilla Madame Darling. Elle poussa un cri, vit le garçon, et je ne sais comment reconnut aussitôt Peter Pan. Si vous aviez été là, ou moi, ou Wendy, nous aurions vu qu'il ressemblait beaucoup au fameux baiser de Madame Darling. C'était un charmant petit gars, vêtu de feuilles et des résines qui suintent des arbres. Mais ce qu'il y avait de plus adorable en lui, c'étaient ses dents de lait qu'il avait au grand complet. S'apercevant qu'il avait affaire à une grande personne, il lui adressa un grincement de ses 20 petites perles blanches.